Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Je voudrais vous remercier tous sur le panel et saluer votre curiosité intellectuelle. Et sachez que c'est une des vertus de l'intellect humain qui nous permet de pousser loin notre savoir, notre quête de connaissance. C'est important. Vous m'avez posé une question très pertinente. Qui suis-je et pourquoi ce combat en faveur de tous les Togolais? À la question qui suis-je, c'est une question très pertinente et très lourde à laquelle je ne trouverai de réponse concrète. Mais je vais me fonder un peu sur la position de Socrate. À cette question qui suis-je, Socrate a dit: homme, connais-toi toi-même. Apprendre à connaître tes forces et tes faiblesses, tout en sachant que l'homme, cet être fini et limité, ne peut se connaître à 100%. C'est pourquoi on dit quelque part que l'homme n'est pas totalement maître de ses actes. Je reviens un peu sur la position d'Auguste Comte, qui a démontré que nous ne pouvons pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Autrement dit, l'homme ne peut pas danser et s'apprécier soi-même. Donc, à la question « Qui suis-je ?», je ne pourrai trouver de réponse exacte. Je ne sais pas qui je suis, mais j'arrive parfois à me connaître à travers le regard des autres, à travers les appréciations des autres. Je ne peux pas danser et m'apprécier soi-même. C'est les autres qui pourront tôt ou tard savoir qui je suis ou qui j'ai été ici-bas. Mais je sais que j'ai à cœur la défense de l'intérêt général. Donc, en revenant sur le second volet de votre question, pourquoi ce combat? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont influencé dans la vie. J'ai connu de grands hommes. J'ai connu de grands hommes. Quand je dis de grands hommes, ce n'est pas des gens qui étaient riches, mais des gens qui avaient un cœur plein d'amour. Des hommes qui avaient un cœur qui avait peur de Dieu. Des hommes qui avaient un cœur qui confirmait à suffisance qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour les autres. C'est le sens de la vie. S'il vous plaît, vous me permettez, quand on dit les grands hommes, ce n'est pas ceux qui sont les plus riches de la société. Parce qu'on peut être riche, immensément riche, mais ne pas être un grand homme. Il y en a qui ont de l'argent, qui ont les moyens matériels, mais qui sont nuisibles pour la société. Ils ne sont pas de grands hommes. Les grands hommes dont je parle et qui m'ont le plus influencé, la plupart, ce sont des enseignants. Au groupe mère, je me rappelle, j'étais au CM1. Le directeur Nyandi Kossi, aujourd'hui malheureusement il n'est plus de ce monde. Il m'a marqué. Il était tout petit au CM1. J'avais un doigt qui était malade. Vous m'excusez le terme. Il y avait une plaie au doigt qui m'empêchait de tenir convenablement le bic. Je cachais. Mais Nyandik aussi, à travers sa curiosité, proche des élèves, a découvert que je n'arrivais pas à bien tenir le bic. Il s'est approché de moi comme un père. J'ai voulu cacher le doigt. Il découvre que j'avais un malaise au doigt. Il me prend le bras calmement, comme son fils. Il me fit sortir. Et en même temps, il ordonne qu'on lui apporte de l'alcool, puisque c'était le directeur de l'établissement. Il était logé dans l'établissement. Il fait venir de la bétadine, de l'alcool, de l'eau. Il m'amène sous un arbre dans l'établissement. Et tenez-vous bien,
il a réussi à m'apporter un sourire en me soignant. Il a fait durant 3 fois de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai senti que le mal était parti. C'est un grand homme. C'est ça qui me plaît de l'enseignant. Ça m'a inspiré dans ma vie. L'enseignant, dans la salle de classe, il est proche de tout le monde. Quand maintenant, je ne pourrais pas donner beaucoup d'exemples par rapport au temps qu'il m'a imparti. Quand j'ai commencé le travail en tant qu'enseignant de philosophie au Kratepekara, le 4 janvier 2010, j'ai rencontré un doyen qui m'a marqué toute ma vie, qui m'a marqué et je manque de mots pour lui dire merci. Je suis obligé d'appeler son nom. C'est mon doyen Mindamou. Il enseignait la philosophie. J'étais son jeune collègue qui devait prendre quelques classes puisque j'étais arrivé en pleine année scolaire. Après 2 jours, quand il m'a cédé 2 classes, il m'a appelé un jour dans la salle des profs en aparté. Il dit, mais jeune frère, mais pour le moment, on ne vous paie pas. Comment tu arrives à joindre les 2 bouts à venir au service? Il dit, ah, mais doyen, je me débrouille, mais c'est pas facile. Il dit, ok. À la fin du mois, je te donne une partie de mon salaire. Je te donne quelque chose, ne serait-ce pour ton déplacement. Mais tenez-vous bien. J'étais ému. Pour moi, personnellement, j'ai cru que non, là, ça voulait dire que les enseignants étaient bien payés. C'est par la suite que j'ai senti que c'était seulement au nom de l'amour, au nom de l'humanisme, au nom de la crainte de Dieu et au nom de l'humilité que ce doyen incarnait en lui. Et il m'a dit ceci, que l'enseignement, c'est le plus beau métier au monde. Si tu sais faire, tu sais t'y prendre devant les élèves, tôt ou tard, tes efforts seront récompensés à leur juste valeur. Si tu ne sais pas t'y prendre, tu risques de faire de ces élèves, de ces apprenants, tes ennemis jurés. Donc d'être toujours bon devant les élèves. Et plus loin, ce qui m'a encore le plus marqué, il est devenu comme un père pour moi. Il a été jeté en prison en 2013. Après 6 mois, on a suspendu mon salaire pour abandon de poste. Quand j'étais sorti le 18 avril 2014, je n'avais rien, puisqu'en ce moment, toute la famille était obligée de repartir à Bassar. Et c'est là, je devais me rendre à Bassar après la libération. Je suis allé le voir. Mais tenez-vous bien, le doyen, lui et sa femme ont mis la main à la poche pour m'aider, pour que j'aille en famille à Bassar. Je suis allé en famille à Bassar pour quelques cérémonies en tant qu'Africain. Parce que quand tu sors de la prison, ce n'est pas un lieu indiqué. Traditionnellement, tu dois subir certaines purifications. Je suis revenu à Kara avec ma petite famille. Mon enfant devait reprendre les classes. En ce moment même, elle était au clos d'enfant, la fille. Mais tenez-vous bien, la fille ne savait plus quel est le nom de son établissement. Tantôt, elle donne le nom de l'établissement à Bassar, tantôt, elle donne le nom de l'établissement à Kara. Elle a subi un traumatisme. Donc, pour ne pas perdre de vue votre question, j'ai suivi les pas de mon doyen. Un jour, il y a un fait qui m'a le plus marqué. J'étais là à la devanture de la salle des profs. Je n'avais pas encore cours. Je vois un élève qui passait avec des larmes aux yeux. Je l'ai appelé. Il dit, il y a quoi? Quand on venait de le faire sortir de la salle de classe parce qu'il n'était pas en règle avec l'économie. Il n'a pas payé son écolage. Il y a quelque chose qui manquait. Combien? Ce qu'il avait, il lui fallait au moins 5 000 pour compléter. Mais tenez-vous bien, je ne pouvais pas rester indifférent. L'enfant qui pleurait à chaudes larmes, ça m'a rassuré, ça m'a rappelé tout ce que j'ai eu aussi et comme soutien de la part des enseignants dans ma vie. Il y avait
un billet de 5000 francs. C'est ça qui me restait dans ma poche. J'ai remis au jeune avec l'idée que ça pouvait au moins l'aider et à compléter. Il est reparti directement, il a essuyé ses larmes. Et ça mentir, moi aussi, c'était choquant. J'ai failli aussi pleurer devant lui, mais j'ai fait le garçon. Il est allé régler, il est retourné en classe. À la fin du cours, je prends ma moto et juste au niveau de la préfecture à Kara, c'est là que ma moto s'est éteinte. Je vérifie, j'ai panne sèche. Je n'avais plus rien dans la poche. J'ai traîné ma moto jusqu'au niveau du CHU Kara. Il y a certains mécaniciens là-bas que je connaissais. C'est là-bas que j'ai dû garer ma moto, aller à la maison, chercher de l'argent pour venir payer du carburant avant de continuer le chemin. Donc, juste pour dire que certains comportements dans la vie des grands hommes nous défient et nous poussent à un moment donné, même si tu étais méchant, tu étais mauvais, à revenir du côté des valeurs et des principes. C'est pourquoi j'aime le métier de l'enseignant. Si les dirigeants se comportaient comme des enseignants, notre monde n'allait pas souffrir. Dans la salle de classe, l'enseignant est sensible à tout le monde, aux cris de tout le monde, aux appels de tout le monde, à travers les regards des apprenants. C'est-à-dire, tu es comme leur Dieu. Quand tu as un bon comportement devant les apprenants, vous formez des hommes dignes, des hommes et des femmes dignes pour l'humanité. C'est pourquoi ce travail, on ne s'amuse pas avec l'éducation. Il faut chercher à former des enseignants et des enseignantes valeureux, qui ont à cœur le devenir de la nation, qui ont à cœur le souci majeur de servir tout le monde. Si les dirigeants avaient au moins certaines valeurs, comme les enseignants le font dans les salles de classe, aucun dirigeant ne pouvait être heureux, fier, dormir tranquille quand le peuple souffre. C'est pourquoi je demande aux enseignants, le jour que les enseignants vont prendre conscience de leur statut, de leur force, de leur capacité à être au service de tout le monde va changer. Nous, enseignants, on n'a pas compris qui nous sommes. Qui nous sommes et quelle est notre part de responsabilité pour un monde juste et ce monde qui doit combattre les inégalités sociales. C'est ce que nous n'avons pas compris et que le monde continue de s'effondrer. Things fall apart. Chinua Achebe. C'est ce que nous n'avons pas compris. Et le monde continue de pleurer. Le monde continue de crier. L'enseignant n'a pas compris que son travail, son statut d'enseignant, proche de tout le monde, sensible aux pleurs, aux douleurs de tout le monde, c'est de cette manière que le monde doit être gouverné. Ce combat vaut la peine, mes frères. Je ne peux pas être un enseignant avec tout ce que j'ai donné comme exemple et rester indifférent face aux pleurs, aux cris des Togolais. Le patriotisme est en train de partir. La défense des valeurs de la République sont en train de partir. Quand vous dirigez un pays et que vous n'avez pas à cœur la défense de l'intérêt général, vous tuez le patriotisme. Vous tuez les valeurs. Vous tuez l'amour pour la patrie. C'est ça qui se passe. Nous avons écouté les témoignages des populations au niveau du Grand Nord à Kwengal. Les populations ont bel et bien vu ce qui passait, qui étaient des gens qui devraient normalement attirer leur attention pour qu'ils lancent l'alerte, pour qu'ils appellent, pour dire que voilà, on voit quelques individus qui sont anormaux. Mais personne ne l'a fait. Il y a une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, entre le peuple et ses dirigeants. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Que je m'en fous, je dirige pour la minorité. Quand vous dirigez pour la minorité, en abandonnant la majorité, vous ne pouvez pas servir le peuple. Vous ne pouvez pas avoir le soutien du peuple. S'il vous plaît, dans tous les pays où les gens ont réussi à venir à bout de la criminalité, à bout de terrorisme, à bout de tout ce qui est comme attaque djihadiste, c'est dû au fait que la population à la base a contribué inlassablement, étroitement. S'il y a cette crise de confiance entre le sommet et la base, je tiens à vous dire que n'importe quel assaillant risque d'atteindre ses objectifs. C'est pourquoi il faut faire une forme de rétropédalage pour créer
une commission. C'est-à-dire, je dis une commission, vous m'excusez le terme, une communion, une synergie entre toutes les couches, toutes les composantes de la nation. C'est capital. Quand les gens continuent de se comporter que je m'en fous, j'ai le pouvoir. Quand vous avez le pouvoir et que vous ne vous entendez pas avec votre peuple, je tiens à vous dire que vous ne pouvez pas tenir pour longtemps. Les grincements de dents, ça prend des proportions inquiétantes. Et aujourd'hui, en réalité, si les gens pouvaient bien écouter l'importance des réseaux sociaux, les interpellations, les cris, tout ce que les gens font interpelle aux dirigeants. Les dirigeants devaient changer. Ils devaient changer. Et ils doivent changer. Sinon, ce que nous sommes en train de faire, si nous continuons sur cette lancée, c'est qu'on va détruire nos petits pays. Là où, quelque part, ce combat aussi vaut la peine, vous savez, le monde est devenu hypocrite. On a comme l'impression que certaines vies valent mieux que d'autres. Je donne un exemple qui est d'actualité. Ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Quand vous prenez les médias internationaux, ils veulent nous montrer que la vie d'un Ukrainien est plus importante que celle d'un Libyen, que celle d'un Irakien, que celle d'un Syrien, que celle des autres citoyens des autres pays. C'est ce que les médias occidentaux ont tendance à nous faire croire. Je donne le cas du Togo en 2005 par exemple. On a dû marcher sur au moins selon le rapport de l'ONU, sur 500 Togolais qui ont été massacrés juste parce qu'ils réclamaient le rétablissement, le respect de la Constitution. Après ce rapport, c'est silence de mort. Quelque part, pour nous dire que la vie d'un Togolais ne mérite pas d'être prise en compte. Mais aujourd'hui, quand un seul Ukrainien est tué, les secondes qui suivent, le monde entier crie. Mes amis, le monde ne peut pas être en paix dans ces conditions. La duplicité et l'indifférence, les attitudes sélectives. Je protège celui-ci parce que ça m'arrange. Si c'est ce peuple, je m'en fous. Le monde ne peut pas être en paix dans ces conditions. C'est ça le mal du monde. C'est ça le mal actuellement. Et ce combat vaut la peine. Dans une société où on prend l'engagement de défendre le peuple et on choisit d'être du côté d'une minorité et abandonner la majorité, ce combat vaut la peine. Ce combat vaut la peine. Donc, mes frères, je ne peux pas tout dire, mais je nous invite à comprendre que tout le monde doit être du bon côté de l'histoire. Que tu sois militaire, que tu sois civil, tout le monde doit être du côté de l'histoire. Si nous avons à cœur le service de servir notre pays, de faire de ce pays un État brillant qui protège tout le monde, c'est nous tous qui gagnons. C'est nous tous qui gagnons. Mais si nous continuons par faire cette indifférence, que la misère des autres n'est pas mon affaire, n'est pas mon problème, pour autant, tu as choisi d'être au service du peuple, je tiens à vous dire que tu ne pourras rien apporter de bon pour ton peuple. Un dirigeant, c'est celui qui est au service du peuple et non au service de quelques individus. Pour ça, si les gens ne l'ont pas compris, ça veut dire que nous ne sommes pas dans une république. La res publica, la chose publique. Une république appartient à tout le monde, sans distinction aucune. La limitation du pouvoir. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Montesquieu, dans l'esprit des lois. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est à partir de là que le patriotisme va renaître. C'est à partir de là que la réconciliation va renaître. C'est à partir de là que la paix va renaître. C'est à partir de là que la tolérance va renaître. Ceux qui ont été abandonnés, ceux qui ont été considérés à tort comme étant des subversifs, ceux qui ont été considérés à tort comme étant les damnés de la terre, c'est à travers la rotation du pouvoir
que la paix doit revenir, que la sécurité doit revenir, que le bonheur doit revenir, que la justice sociale doit revenir. Mais si nous faisons fi, nous faisons la sourde oreille, nous pensons que nous sommes les tout-puissants et que nous n'avons pas de compte à rendre à quoi que ce soit, nous sommes en train de créer frustration. Nous sommes en train de créer un monde instable et sans avenir. Donc, encore une fois, je voudrais que les dirigeants aient en eux une parcelle d'amour, la crainte de Dieu. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Agis de sorte que tes actes soient érigés en règles universelles. Et avant d'agir, il faut se demander si tout le monde en faisait autant. Les 3 maximes de Kant. Les 3 maximes de Kant. L'hypocrisie doit disparaître. Des grands intellectuels qui soutiennent les dictateurs. Je donne l'exemple de mon professeur de philosophie, M. Doucet, aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères. Dans son ouvrage, La comédie sous les tropiques, que les peuples africains sont malades de leurs dirigeants. Mais c'est lui qui collabore avec la dictature. C'est lui qui ne pense pas. Il nous a enseigné le cours sur le rationalisme de Descartes. Le rationalisme. Quand on parle du rationalisme, on fait allusion à la raison. Quand on agit sans tenir compte de la raison, on ne peut créer que frustration, inégalité sociale. Un philosophe ne doit pas être fier quand un dirigeant dit c'est la minorité qui s'est accaparée des biens de l'État et continue de le soutenir, de le cautionner. Il faut la refondation de la République pour donner espoir à ceux qui n'ont pas d'espoir. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Qui suis-je et pourquoi ce combat? Pour dire aux uns et aux autres que ce combat vaut la peine pour l'histoire et pour l'humanité. Frères et sœurs, que Dieu nous vienne au secours. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je nous invite à aimer la défense de l'intérêt général. C'est pour ça que je dis, les grands hommes, ce n'est pas forcément ceux qui ont des poches pleines, mais c'est ceux qui ont un cœur tendre et plein d'amour. Optons pour cette voie et l'histoire retiendra que nous avons un vécu utile pour l'humanité. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.